Voilà, donc on va partir sur une deuxième vidéo où on va illustrer un exemple d'exécution de l'appel système fork suite à la première vidéo qui vous a été présentée. Donc ici, nous déroulons le programme qui est là en haut à gauche. C'est un petit programme avec une méthode main contenant quelques instructions parmi lesquelles il y a l'appel système fork. Ce programme-là, nous l'avons compilé, exécuté et le résultat de l'exécution est ici, illustré ici en bas. Donc ce programme-là contient 4 lignes. Une première ligne printf avant fork. Ensuite, nous avons ici l'appel système fork. Une troisième ligne printf après fork. Et enfin, l'instruction return 0. Maintenant ici, on remarque que ce programme-là, lors de l'affichage, il affiche un avant fork, ce qui est cohérent parce qu'au niveau de la ligne 8, ici, au niveau du programme, au niveau de la ligne 8 ici, on voit printf avant fork. Mais ce qui peut être une surprise, c'est qu'on voit 2 après fork. Alors que dans le programme, on a une seule ligne printf après fork. Donc, ceci peut paraître bizarre, peut paraître incohérent, parce qu'on est en droit de se poser la question de savoir comment est-ce qu'un programme qui comporte une seule instruction printf après fork peut donner à l'exécution 2 lignes d'affichage après fork. Eh bien, même si ça paraît être incohérent, ce n'est pas du tout le cas. Et nous allons l'illustrer ici. Donc, on suppose que l'exécution de ce programme-là donne naissance à un processus, comme nous l'avons expliqué en classe. Donc, ce processus-là, on va l'appeler P1. Ce processus-là va s'exécuter, donc c'est le processus principal issu de l'exécution de ce programme-là. Donc, pour dire que ce processus-là est en train de s'exécuter, on montre sa ligne d'exécution comme suit. Donc, ce processus-là va faire toutes les instructions du début jusqu'à la fin. Donc, il va commencer par faire les lignes d'inclusion, la ligne 5 et la ligne 6, que vous voyez ici. Ligne 5, ligne 6. Ensuite, il rentre dans la méthode main. Donc, s'il rentre dans la méthode main, il va afficher l'instruction avant fork. Il va faire printf avant fork. Donc, lui, il va faire avant fork. Ensuite, il rencontre la ligne 9 qui est là, où ici, nous voyons ici, au niveau de la ligne 9, qu'il y a le fork. Donc, à ce niveau-là, le processus va exécuter cette instruction-là. Donc, nous avons ici fork. Et donc, comme nous l'avons illustré dans la précédente vidéo, fork est une demande de création de processus. Une demande faite par le processus P1 qui est là. Et cette demande est faite au noyau. Et c'est le noyau du système d'exploitation, particulièrement le noyau de Linux, qui va voir est-ce qu'il peut satisfaire cette demande-là. Donc, on suppose que les conditions sont réunies. Et donc, ici, nous obtenons la création d'un processus P2 qui est le fils. C'est bon. Et donc, comme je l'avais expliqué la dernière fois, cette création s'effectue par clonage. C'est-à-dire le processus P1 est cloné pour donner naissance au processus P2. La conséquence est que, à partir de l'instruction de la création, si on ne fait rien pour l'éviter, le processus qui est créé va recevoir un clonage de toutes les instructions qui suivent sa création. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur le fait que j'ai dit si on ne fait rien pour l'éviter. Ici, on n'a posé aucune condition, on a juste créé un processus et on a laissé le processus libre. Donc, ça signifie quoi? Que ce clonage-là va cloner toutes les instructions qui suivent la création du processus. Et quelles sont les instructions qui suivent? C'est l'instruction de la ligne 10 et l'instruction de la ligne 11 qu'on voit ici. Donc, ça signifie que le processus P2, qui est le fils, va faire la ligne 10 et la ligne 11. De même, le processus P1 va également faire la ligne 10 et la ligne 11. Donc, ainsi, le processus P1, lui, il va faire ici
un après fork. Et lui aussi, il va faire ici un après fork. C'est bon? Et donc, c'est ça qui explique les deux après fork qu'on voit ici. Donc, ici, on a un après fork. Ici, on a un après fork. Donc, ça signifie que l'une de ces lignes est affichée par le processus fils et l'autre est affichée par le processus père. La suite, c'est que chaque processus va faire l'instruction retourne 0 qui va entraîner la terminaison du processus. Donc cet aspect de terminaison aussi, j'y reviendrai dans le cadre d'autres vidéos. Il va faire ici retourne 0. C'est bon? Donc c'est ainsi qu'on obtient deux lignes après fork, alors qu'en principe, on a une seule instruction printf. Ça signifie simplement que le processus qui est créé par l'appel système fork, comme on n'a rien fait pour l'éviter, il va recevoir un clonage de toutes les instructions du père, et donc le processus P2 va afficher une ligne après fork, de même que son père aussi P1 qui va afficher une ligne après fork. Donc c'est ce qui explique les deux lignes après fork que nous avons. Maintenant, à ce niveau-là, on a deux lignes. Est-ce qu'on est capable de dire quel est le processus qui a affiché la première ligne? Eh bien non, on ne peut pas. Parce que ce n'est pas le processus P1 qui décide, ce n'est pas le processus P2 qui décide de quand est-ce qu'il va s'afficher. Mais c'est l'ordonnanceur qui va décider, selon les politiques d'ordonnancement, comme nous l'avons vu en classe, lequel des processus il va donner la main en premier. Et c'est seulement ce processus-là qui va faire l'affichage en premier. Maintenant, pour savoir quelle ligne est affichée par quel processus, ce qu'il faut faire, c'est récupérer la valeur de retour de la fonction fork et l'exploiter pour voir ce que ça donne. Mais ça, c'est l'affaire d'une autre vidéo qu'on verra par la suite.